Et on revient sur notre sujet et cette question, les Israéliens espionneraient-ils leurs alliés américains dans les négociations avec l'Iran? Alors on en parlait avec vous, Michel Derzanski, il y a quelques minutes, juste avant cette page de publicité. C'est vrai que, et Tristan va le rappeler, l'espionnage mutuel, c'est en effet une pratique qui est très courante, notamment en temps de guerre. Oui, alors il se trouve que là, ici, ça intervient aussi dans un moment assez particulier, avec des tensions entre Trump et Netanyahou. Et quelque chose encore plus spécifique dans le contexte, c'est que Trump est dans une situation très très compliquée en Iran. Il a une base aux États-Unis de mécontentement. Il y a une fracture au sein de la base MAGA, justement sur le rapport qu'il y a entre les États-Unis et Israël. On a le dernier sondage du Washington Post qui dit que 66% des Américains désapprouvent finalement cette guerre en Iran. Et ça, ce socle-là est très très compliqué à gérer pour Trump. Et donc là, cette séquence-là vient s'intégrer là-dedans et vient nourrir encore plus cette fracture intra-MAGA. Donc on verra ce que ça donne dans les jours qui viennent. Niégalé Bagayoko, c'est quoi l'objectif potentiel? Ce serait de saboter justement les négociations et un possible accord de paix entre l'Iran et les États-Unis. On sait qu'Israël ne veut pas de cet accord de paix. C'est ça l'objectif aussi peut-être? Moi, je ne pense pas que Israël ait les moyens ni ne soit prêt à prendre le risque de saboter un processus de son principal allié. Je pense qu'ils ont en revanche besoin de savoir en amont ce qui est en train d'être discuté, dont personne n'a véritablement une idée précise. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que on est aujourd'hui dans un monde de recomposition des alliances, et il est possible aussi que cette alliance historique, stratégique, interpartisane d'ailleurs, puisque aussi bien les démocrates que les républicains jusqu'ici ont toujours considéré qu'elle était intouchable, peut-être que cette alliance entre les États-Unis et Israël peut également connaître, si ce n'est une fin, en tout cas, un affaiblissement. Et ce qui est d'ailleurs très très inquiétant, vous parliez de la base MAGA, ce sont quand même tous les propos gravement antisémites qu'on voit fleurir de manière de plus en plus fréquente dans cet univers. Oui, alors c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure aussi, Tristan, c'est que tout ça, alors autour notamment du Mossad et des services de renseignement israéliens, ça renvoie aussi à un espèce de fantasme, et un fantasme qui relance en effet, c'est des propos très antisémites. Il y a une réalité, mais il y a aussi une réalité exacerbée en fait, en réalité. Il faut le dire, c'est une réalité. Il y a de l'espionnage israélien, bien sûr, le Mossad existe, il est très efficace, mais vient évidemment se greffer dessus tout un imaginaire qui est extrêmement riche et virulent, notamment en ligne, d'une sorte d'Israël qui contrôlerait le monde à travers ses services secrets. Et là, on dérive sur des théories complotistes, avec évidemment un contrôle de la juiverie globale, mondiale, qui contrôlerait la planète et le monde. Et il n'y a pas de doute que cette séquence-là va venir nourrir toute cette fantasmagorie antisémite. C'est déjà le cas d'ailleurs en ligne. Après les tensions croissantes entre Israël et les États-Unis, Magali, là aussi, elle est quand même réelle, on peut le dire. Même si cette guerre n'aurait pas eu lieu sans un soutien mutuel de toute façon. C'est-à-dire que les États-Unis n'auraient pas pu mener cette guerre sans Israël, et Israël n'aurait pas pu le faire non plus sans les États-Unis. Oui, et puis rappelons-nous de cette réunion à la Maison-Blanche dans les jours qui précèdent la campagne de bombardement du 28 février dernier. On voit à quel point Netanyahou fait pression, justement, essaye d'obtenir cet aval américain, et Donald Trump, finalement, a répondu positivement aux demandes israéliennes, mais parce que Netanyahou lui avait dit on va très rapidement atteindre nos objectifs, c'est-à-dire la décapitation de la République islamique. Le régime va s'effondrer, ils n'auront même pas le temps de bloquer le détroit d'Ormuz. Bon, au final, on est début juin, on voit que ces objectifs n'ont pas du tout été atteints, et on voit cette méfiance qui s'est installée du côté de Donald Trump, avec en effet des relations qui se sont considérablement détériorées. La presse américaine faisait état d'un dernier coup de téléphone où on a un Donald Trump qui est fou furieux de la campagne de bombardement israélienne au Liban, qui menace de faire capoter le cessez-le-feu, avec manifestement des mots extrêmement violents qui ont été prononcés par Donald Trump. Donc aujourd'hui, les Israéliens cherchent quand même à savoir ce qui se trame dans le bureau ovale. Ils se sentent à l'écart. Ils n'ont été au courant, Benjamin Netanyahou n'a été au courant de la trêve finalement décidée par Donald Trump avec les Iraniens que quelques minutes
quelques minutes avant. Donc ils sont exclus du processus et manifestement ils cherchent, si l'on en croit les informations de la presse américaine, à savoir quand même ce qui se trame et à se renseigner pour être préparés, comme vous le disiez. Alors vous en parlez en effet de Donald Trump qui était furieux. Pour preuve, écoutez ce que disait le président américain cette semaine, interrogé par une journaliste. Axios a rapporté que vous aviez eu un entretien avec Bibi Netanyahou, au cours duquel vous vous êtes montré en colère contre lui. Vous lui auriez dit « T'es complètement fou, mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'ai aidé à éviter la prison. » Lui avez-vous parlé en ces termes ? Oui, je l'ai fait. Je ne dirais pas que j'étais en colère. J'étais un peu perturbé par ces conflits incessants avec le Liban. Vous voyez ? À un moment donné, j'ai dit « Bibi, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on y mette un terme. » Mais j'ai une très bonne relation avec lui, on s'en est très bien sortis. On a bien travaillé ensemble, comme toujours. On n'aurait jamais pu y arriver, mais tout le monde le sait. On n'aurait jamais pu y arriver sans les États-Unis. Mais j'ai très bien travaillé avec lui. J'apprécie beaucoup Bibi. Michel Derzhansky, il y a un besoin aussi, encore une fois, et on le sait pour Donald Trump, de reprendre la main et de montrer que c'est lui qui décide, et que c'est lui le patron, c'est ça ? Oui, puis je dirais que ça fait partie de l'histoire des guerres. Si vous reprenez les dissensions qu'il y avait entre Monty, Patton, Eisenhower, entre De Gaulle, puisqu'il y a un film qui vient de sortir sur De Gaulle, entre De Gaulle, Churchill, des Américains, nous étions des alliés, d'accord ? On a fait le débarquement ensemble, il y a eu cette montée, etc. Donc je veux dire, en temps de guerre, des alliés aussi se frottent, des alliés aussi ont des disjonctions, des alliés aussi peuvent s'insulter, parce que ça fait partie de la nature humaine, voilà. De là à en faire, je dirais, quelque chose qui est irrémédiable, je pense qu'il faut quand même revenir à une réalité. Aujourd'hui, le CENTCOM a intégré complètement l'opérationnel israélien et vice-versa. Les services de secret, les services secrets travaillent aussi en commun. Il va de soi que cette opération n'aurait pas pu se faire sans les services de renseignement israéliens et sans la puissance américaine, l'un et l'autre étant complémentaires l'un de l'autre. Donc oui, il y a ces bousculades, oui, il y a certainement cet énervement, et on peut le comprendre, de Donald Trump sur le Liban, parce qu'il veut arriver à une solution diplomatique et qu'il ne comprend pas toujours la question existentielle que posent les Israéliens. Donc c'est normal qu'il y ait ces dissensions, et avec le vocabulaire hyperbolique du président américain, on arrive à ce genre de choses. Mais de là à penser que derrière, voilà, c'est le fracas, la colère, et que c'est la séparation, je pense qu'il faut garder raison. Oui, Yagali Bagayoko, vous êtes d'accord ? Ils ont quand même de toute façon besoin l'un de l'autre, et ils resteront de toute façon associés. À ce stade, oui, mais on a vu, encore une fois, des alliances se défaire récemment sans qu'on s'y attende. Mais je vous rejoins pour ce qui concerne la question libanaise. On la met rarement sur le devant de la scène de toutes ces questions, mais elle est absolument fondamentale. Et notamment le sentiment que les Américains ont d'une tentative d'étendre, en réalité, dans la grande tradition sioniste, dès 1919, les premiers pères du futur État d'Israël considéraient que la frontière nord de cette entité devait être le fleuve Litanie, comme Weizmann, comme Ben Gourion, etc. Et donc là, je pense que c'est une ligne rouge que les Américains fixent aux Israéliens et qui pose problème justement à Benjamin Netanyahou par rapport à la composition de son équipe actuelle. Parce que ces ministres Ben-Gvir et Smotrich, eux, revendiquent clairement le fait que le Sud-Liban doit devenir un territoire intégré à celui d'Israël. Tristan. Oui, effectivement, cet épisode est aussi compliqué à gérer pour Netanyahou, parce que les derniers sondages, politiquement, il est fragilisé, tout simplement. Donc cet épisode-là est délétère, parce qu'évidemment, l'arc Israël-États-Unis est absolument essentiel à sa survie électorale. Donc c'est pour ça que c'est un épisode qui risque d'être compliqué à gérer pour lui sur place. Avec des élections législatives prévues à l'automne pour Netanyahou. Donc en fait, on est déjà rentré dans une période de campagne électorale et il va devoir aussi se justifier des résultats de son offensive, notamment au Liban, notamment en Iran, et puis de ses relations avec les États-Unis, avec une pression interne des plus radicaux, comme vous le disiez.